Il est 9h01 sur le plateau de TV Finance. On est toujours en direct et on va retrouver Mathieu Serron pour notre nouvelle rubrique Market Inside. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes le fondateur de Galileo Invest. La côte parisienne a donc finalement bien limité la casse au mois de mai et s'en tire avec un bilan mensuel positif, plus 0,84%. Les investisseurs semblent s'être habitués aux incertitudes géopolitiques liées à la guerre au Moyen-Orient. Oui, même si on constate des marchés à plusieurs vitesses, parce que vous le disiez, donc le CAC termine le mois positif. Alors c'est plus de 2% lorsqu'on y intègre les dividendes sur le mois de mai. En Allemagne, on a à peu près le même ordre de grandeur avec une hausse de 3,5 sur le mois de mai, ce qui porte la hausse respectivement à 2,6% sur le CAC et 2,5 sur le DAX. Et quand je parle de plusieurs vitesses, mais il suffit de regarder ce qui se passe outre-Atlantique. Le SP500 a progressé de 5% au mois de mai, le Nasdaq de 10%, et ce qui porte la hausse, et ce qui creuse l'écart d'ailleurs, puisque désormais le SP500 est en progression de plus de 10% depuis le début de l'année, et plus 20% pour le Nasdaq, et nous ne sommes qu'au mois de mai. C'est ça qui est assez phénoménal. Un écart de performance qui s'explique par plusieurs raisons. Bien évidemment, le manque de valeur tech dans les indices européens, notamment sur le CAC et sur le DAX. Les difficultés des grosses pondérations. Lorsqu'on prend par exemple le comportement des valeurs du luxe, elles sont à proximité de leur plus bas. LVMH évolue dans un rectangle assez étroit entre 440 et 480 la plupart du temps depuis la mi-mars, donc à proximité de ses plus bas récents. Il en est de même sur Hermès aussi, qui est sur des plus bas de plusieurs années. On est sur des niveaux depuis 2023. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, c'est SAP qui pèse et qui plombe. SAP donc dans les logiciels, qui est à proximité de ses plus bas, qui depuis le début de l'année est en repli d'environ 25%. Si on prend par rapport au plus haut historique de l'année dernière, on est sur un repli de 45%. Donc on a vraiment des secteurs qui pèsent, et on a également une politique monétaire qui s'annonce restrictive, dans la mesure où une hausse de taux est attendue la semaine prochaine. Lorsqu'on regarde par exemple sur Polymarket, célèbre site de Paris, une hausse de taux est anticipée à 95%. Donc il ne fait pas trop de doute que la semaine prochaine, on devrait avoir une hausse des taux. Donc ça freine également les marchés actions. Mais au sein des actions aussi, il y a des distinctions à faire, dans la mesure où on a des secteurs qui restent toujours très recherchés. Si par exemple ce week-end, on a eu des annonces, SoftBank qui annonce 75 milliards d'euros d'investissement dans l'IA en France. Et donc, je réfléchissais aux valeurs qui pourraient en profiter. Bien évidemment, le grand gagnant de tout ça, c'est Schneider. Schneider qui progresse de 2,7% ce matin, qui reste très bien orienté sur le fond. Donc, Schneider dans la partie alimentation électrique et gestion énergétique des data centers. Vous avez également Legrand dans tout ce qui est équipement électrique, connectique et infrastructure critique. Nexans, bien évidemment, puisque pour la fourniture de câbles. Donc Nexans qui connaît un parcours aussi très intéressant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Également Soitec dans la photonique, Soitec qui ne cesse de nous surprendre avec la semaine dernière des chiffres un peu en demi-teinte et pourtant une progression de 20 ou 25% sur la journée. ST Microélectronique aussi qui a très bien performé ces derniers temps. Et plus indirectement, suite à cette annonce-là, on peut surveiller également Vinci et Bouygues pour ce qui est la partie construction des data centers. Même si, ce matin, on est sur un petit repli sur Vinci, moins 1,12%, et Bouygues à peu près pareil. Mais si on se réfère à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis sur Caterpillar, qui a connu un parcours assez phénoménal, donc sans forcément avoir la même chose, bien évidemment, mais donc on a toujours ces secteurs-là de l'IA au sens large qui restent très recherchés. Pendant ce temps, en Iran, toujours des tractations, pas d'accord ce week-end. On est dans une phase de cessez-le-feu qui dure et les marchés s'en contentent.
dans la mesure où bon, bah, tout le monde s'accorde à dire qu'un accord va être trouvé. Et ce qui est très intéressant dans cette phase-là, c'est que dès qu'on a des annonces plutôt positives, lorsqu'on nous indique qu'on est proche d'un accord, les marchés montent. Et puis quand il y a un démenti, ce qui arrive très souvent actuellement, lorsqu'il y a un démenti quelques instants plus tard, les marchés n'ont aucune réaction. Donc on a et c'est le propos que je développe avec vous depuis quelque temps déjà, on a des marchés qui veulent monter. Donc il faut pas aller contre, il faut essayer de les accompagner. Et donc quand on analyse graphiquement les choses, commençons par le CAC. On est entre les mêmes bornes depuis un petit moment, depuis environ 2 mois, depuis début avril, avec une zone basse autour des 7800, 7850, une zone haute autour des 8300, 8350. Donc à court moyen terme, c'est plutôt neutre. Le fond, la tendance de fond est haussière, mais le court moyen terme reste plutôt neutre. Même constat en Allemagne, où on évolue également à peu près entre les mêmes bornes depuis quelques semaines déjà, avec comme borne basse la zone des 23 600, 23 800, et une borne haute qui se situe autour des 25 250, 25 500. On a fait une petite extension au-dessus la semaine dernière, plutôt une zone haute. Donc là, c'est pareil, on a un court moyen terme qui tend plutôt vers du neutre, mais une tendance de fond qui reste haussière. Et en revanche, là où on a une convergence sur toutes les unités de temps, c'est aux États-Unis, avec bien évidemment du court moyen long terme orienté à la hausse. Et l'idée dans ce genre de situation-là, c'est de remonter les niveaux d'alerte, c'est d'essayer d'accompagner ce mouvement de hausse le mieux possible et de remonter les niveaux d'alerte. Dans cet esprit-là, jusqu'à présent, je surveillais la zone des 7350 qui avait été bien validée ici les 19 et 20 mai. On s'est bien maintenu au-dessus. Je considérais que tant qu'on était au-dessus, on gardait des probabilités de poursuivre à la hausse qui étaient largement supérieures, ce qui a été validé par les faits. On pourrait désormais, j'attends encore un petit peu, je laisse passer la semaine, mais on pourrait remonter ce niveau-là désormais à 7500 points avec l'extension que nous avons eue la semaine dernière. Sur le Nasdaq, le niveau que je surveillais, c'était les 28 600. On s'en est désormais éloigné, donc j'essaye de le remonter et désormais de prendre 29 500 comme pivot proche. Là, c'est pareil, considérant que tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, eh bien, on a des probabilités de poursuivre à l'os qui sont supérieures. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans cette idée-là, à savoir que je ne me fixe pas d'objectif à la hausse. C'est très compliqué de faire des projections. En revanche, je remonte les niveaux d'alerte. Je guette d'éventuels signaux de surchauffe. Alors, on en a eu précédemment qui ont été invalidés. On pourrait en avoir encore cette semaine, notamment sur les marchés américains, des signaux de surchauffe un petit peu plus forts. Peut-être qu'à ce moment-là, si les indications techniques se mettent en place, on pourrait avoir à minima une phase de stabilisation et éventuellement un repli. Mais pour avoir un repli, il va falloir un catalyseur fort. Donc, moi, dans l'articulation globale que je fais en ce moment, je vais toujours chercher de la performance plutôt sur les actions et notamment les valeurs américaines dans des secteurs IA au sens large, donc semi-conducteurs, mémoire, énergie. Donc il y a vraiment énormément photonique, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et puis sur les indices, en revanche, je suis beaucoup plus modéré dans mes prises d'initiative, dans la mesure où d'un côté, les indices européens ne font pas grand-chose, et d'un autre côté, les indices américains sont quasiment intouchables, dans la mesure où on n'a pas véritablement de repli important pour intervenir et acheter dans de bonnes conditions. Donc voilà moi comment je travaille dans cette période-là. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous avez le Bitcoin qui fait un petit peu les frais aussi de cet intérêt brutal et fort sur les valeurs et notamment technologiques. On ne peut pas avoir des flux partout et donc le Bitcoin en fait un petit peu les frais dans la mesure où on a une tendance de fond qui reste baissière avec, lors du dernier rebond, une moyenne mobile à 200 qui a servi de résistance. Bon, moi, à ce moment-là, je proposais d'alléger, voire de liquider certains achats sur le Bitcoin dans l'idée de les reprendre plus bas. Alors plus bas, c'est éventuellement autour de la zone actuelle, des 73 500, on a un petit pivot, mais c'est vrai que vu l'ambiance générale, vu le contexte sur le Bitcoin, ça donne pas tellement envie. On pourrait facilement glisser et revenir en arrière. Et tout à l'heure, vous parliez du pétrole aussi pour un tour d'horizon global. On a bien reculé, on était en situation de double appui ici, on est passé un petit peu en dessous. Donc on va dire qu'on est dans une zone support. Bien évidemment,
les cours du pétrole sont très liés à la situation en Iran, donc avec des réactions violentes au gré des déclarations des uns et des autres. Et donc, pour l'instant, on est plutôt, on va dire, dans le bas de la zone pour éventuellement un rebond. Moi, je n'interviens pas sur le pétrole parce que justement, c'est très manipulable. Donc, je préfère travailler notamment les actions et on a de meilleures probabilités de réussite. Mais pour ceux qui s'y intéressent, on a eu une sorte de double appui, double top décalé un petit peu ici et une sorte de double appui un petit peu décalé par le bas ici aussi. Donc, à surveiller la zone des 90. Tant qu'on est au-dessus, on reste toujours, d'un point de vue graphique technique, on reste toujours plutôt du bon côté. Si jamais on venait à passer en dessous, on aurait, mais pour cela, généralement, il faudrait plutôt un catalyseur, mais on aurait un petit warning avec éventuellement des probabilités de revenir en arrière qui augmenteraient. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage très complet et cette nouvelle rubrique donc de Market Inside. Merci beaucoup.